recevoir dans ton environnement historique et patrimonial. C'est très apprécié. Merci de venir. Ça fait combien de temps que tu es directrice ici? La troisième saison. Troisième saison. Et on prend de l'expérience. T'adores ça? Ah oui, vraiment. Vraiment, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est inépuisable. Les sujets qu'on peut aller chercher, surtout c'est comme pour les expositions temporaires qu'on fait chaque année, là, les thématiques, ça sort, puis tout ça. Puis là, l'année prochaine, c'est notre 15e, fait que là, on va essayer de faire quelque chose de... Tu parles du 15e, c'est le 15e de la fondation, le 15e de la corporation? Ça va être la 15e année d'opération. En fait, ça va faire 15 ans que la maison est ouverte au public, que les gens vont pouvoir ont pu venir ici. Des gens viennent de où? D'un peu partout, mais je dirais majoritairement de la région. Okay. Beaucoup de Lavaltrie, puis ça peut être comme Montréal, tout ça. Puis des fois, on peut avoir des surprises. On a des gens qui sont venus de l'Australie, un couple de Los Angeles. Des fois, on a des voyageurs. Puis pourquoi ils passent? C'est surtout parce qu'on est sur le chemin du roi. Fait qu'en passant, ils voient quelque chose, ils voient des gens travailler, nos jeunes en costume, dehors, tout ça. Puis ils décident d'arrêter. Souvent, c'est ça. Justement, tu es ouvert du mois de juin jusqu'au mois de septembre? C'est ça, la saison estivale classique, là, genre de la Saint-Jean, fête du travail. On dépasse, on est un petit peu avant la Saint-Jean, puis on va jusqu'à la fin septembre, jusqu'aux Journées de la culture. Jusqu'aux Journées de la culture. Parle-moi un petit peu de la maison. C'est une maison historique. Elle a appartenu à Rosalie Cadron et sa famille. C'est ça qu'on comprend. Il y avait beaucoup de personnes qui ont demeuré ici dans cette maison. Oui, tout à fait. Donc, la maison a été construite en 1790. Elle n'était pas c'est pas le site d'origine de la maison. Elle était un petit peu plus vers la nord-est. Vers l'est. Oui, vers l'est. Puis, c'est le père de Rosalie Cadron-Jeté qui a bâti la maison. Puis, Rosalie l'a habité jusqu'en 1822. Okay. À cette époque-là, elle avait 6 enfants. Elle avait son père, sa mère à charge et sa jeune sœur. Okay. Donc, beaucoup de personnes dans une petite maison. Beaucoup de personnes. Oui, quand les gens visitent, on leur fait réaliser ça. Ils disent « Hey, mon 4,5 est vraiment grand. » Oui, c'est un loft. Oui, c'est ça. Okay. C'est une maison qui avait 2 étages. À l'origine, comme c'est indiqué ici. Oui, 2 étages. C'était 2 étages. Et l'étage, c'était les chambres, c'est ça qu'on comprend? Oui, oui. Okay. Puis à cette époque-là, les gens n'avaient pas vraiment de salon. Okay. C'était plus les gens de la haute, oui. C'est vraiment les gens de la haute société qui pouvaient avoir un salon parce qu'eux avaient du temps libre. Tandis qu'on s'entend que le père de Rosalie, quand il finissait de travailler le soir, puis les gens en général, les habitants, étaient fatigués. Donc on veillait dans la cuisine, puis après ça, on allait se coucher pour repartir notre journée le lendemain. C'est ça. Cette maison-là, elle a été restaurée. Tu me racontais un petit peu, elle a été habitée jusque dans les années 90, vraiment par des particuliers, comme on pourrait dire. Et, la famille Hervieux, qui est une famille de Lavaltrie, où il y a la Norée de Lavaltrie, les cultivateurs, c'est bien connu, les champs, tout ça, les producteurs. Et on est dans l'ère de la protection du patrimoine, disons, puis tout ça. Cette maison-là, elle a été sauvée, c'est ça, parce qu'elle a été rachetée, puis la ville s'est impliquée, il y a eu des ententes avec le propriétaire, l'héritier de la maison. Donc, l'héritier de la maison ne souhaitait pas du tout l'avoir, la maison, parce qu'elle était dans un état, tu sais, c'est un état, pas lamentable, mais tu sais, je veux dire, ça... De délabrement. Oui, puis ça a demandé beaucoup d'investissement pour lui pour pouvoir y vivre, puis c'était pas son souhait. Donc là, après le déménagement de la maison par la ville de Lavaltrie, donc le bâtiment appartient à la ville de Lavaltrie sur un terrain qui appartient à la ville de Lavaltrie aussi. La maison a été déposée sur des fondations, ce qui nous permet d'avoir un sous-sol maintenant justement pour pouvoir y tenir des expositions, des activités. Ça agrandit un petit peu nos pieds carrés de puis des possibilités aussi. Tout à fait. Puis, donc là, c'est ce qui est arrivé à la maison. Puis là, il y a une corporation qui a été fondée. Puis la corporation avait comme mission d'entretenir la maison, de la restaurer, de l'animer. C'est ça la mission, puis de promouvoir Rosalie Cadron-Jeté. Donc, c'est un OBNL qui anime, qui fait des activités pour la corporation. Puis, c'est la municipalité à qui appartient les terrains et des champs. L'entretien est fait par la ville, j'imagine. Donc, on a vraiment restauré la maison selon on pourrait dire l'architecture, selon qu'est-ce qu'il y avait dans le temps, là. Oui, puis les meubles, en fait, c'est des meubles qui datent du début du 19e siècle, qui ont été mis pour servir comme de décor, entre guillemets, là, pour illustrer ce que pouvait être la vie de Rosalie à l'époque. OK. Et
tu me disais, il y avait une cuisine d'été, ça avait été rajouté après, là, après son départ, après son... Oui, après son départ, peut-être dans les années 40, 50, on ne sait pas exactement la date. Là, il y avait un rallongement de la maison, tout ça. Ici, à la maison Rosalie-Cadron, donc, tu me parles qu'ils avaient une mission d'information, d'instruction, mais quand on visite, on apprend quoi? Qu'est-ce qu'on connaît de... Qu'est-ce qu'on apprend? Donc, on apprend en fait la vie quotidienne d'une famille d'habitants au 19e siècle. Donc, on fait constater aux gens, bon, ça, on est dans la cuisine en ce moment parce que, puis là, on remarque qu'il n'y a pas d'eau courante. On remarque qu'il n'y a pas ben, pour les plus jeunes, ils disent « il n'y a pas de micro-ondes. » Oui. C'était le foyer qui servait de poêle et qui servait de tout, là, que c'était à l'année, que c'était en fonction. Là. Exactement. Donc, c'est pour ça que souvent aussi, ils cuisinaient dehors l'été. Il y avait le four à pain aussi, on le voit en entrant, tout ça, puis ça amène beaucoup de curiosité de la part des visiteurs. Est-ce que vous faites du pain, là? Ça, en fait, on fait réchauffer du pain. Ah, OK, réchauffer. D'accord, vous ne pétrissez pas la pâte et tout. C'est seulement de la pâte qui est déjà... C'est un pain carrément qui est seulement réchauffé. Ah, OK, d'accord. En fait, on s'approvisionne chez l'ami à la Valtrie. On a un partenariat avec eux. Puis nous, on a des miches, puis c'est seulement réchauffé. OK. Donc, ça va avoir un bon pain chaud, mais il y a des précuits. Exactement. Mais on fait 2 ateliers de pain. Il y en a eu un hier. Puis il y en a un prochain au mois d'août, le 18 août. OK. Donc les gens viennent, puis c'est un pain à simple levure. C'est pas un pain là, à levure. Tout ça, c'est de la levure instantanée. Un pain Ricardo, comme on dit, là, à simple levée. Puis on fait, les gens partent avec leur miche qui a cuit dans le four. Mais ils l'ont préparé, là. Ils l'ont vraiment préparé, oui, avec la farine, puis tout ça. Puis en plus, ils font un beurre aromatisé. OK. Pendant le temps qu'il cuit. C'est une belle journée, c'est une belle activité et tout ça. Je vois qu'il y a un petit jardin, on l'a vu un petit peu. Encore là, est-ce que c'est présenté selon comment c'était entretenu, comment c'était fait à cette période du début du 19e siècle? Oui, le fait de faire des potagers en petites sections comme ça, c'était à l'époque, c'était de la façon dont c'était fait. On essaye aussi de planter des variétés de légumes qui pouvaient se trouver dans le jardin de Rosalie. Donc là, on n'aura pas d'aubergine dans notre vie, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Il y avait du cocon, des petites fèves, j'imagine, de tomates, de la carotte, des oignons. Oui. Je mettrais des crèmes. Oui. C'est pas pire? Oui, chou frisé. Chou frisé. Il y avait beaucoup de choux. Okay. À cause de la conservation. Oui, parce qu'ils pouvaient le mettre dans le caveau, tous les légumes racines, les rutabagas, les betteraves, les patates. Est-ce que c'est toi qui es la jardinière? Non, je suis pas la jardinière, mais j'ai la chance d'avoir une adjointe qui est très habile, donc elle peut diriger aussi l'équipe de jeunes étudiants qui travaillent avec moi. Donc, puis la production, vous faites quoi avec la production? On la donne. Vous la donnez? On la donne. On la vend des fois lors d'événements, quand on a beaucoup de gens qui viennent, mais sinon... c'est très bien. Donc, on redonne au suivant, tout ça, c'est très, très, très bien. Oui. Puis maintenant, tu me disais, bon, il y a une volet éducation. Avec le sous-sol, vous avez la chance de présenter maintenant des expositions qui sont pas nécessairement en lien avec la maison, mais c'est des expositions qui rejoignent un petit peu l'éducation, les projets d'éducation que vous avez avec Rosalie. Oui. Peux-tu nous en parler un petit peu de Castelnbois? Oui, tout à fait. Donc, cette année, ce qu'on a, c'est une exposition sur les instruments de mesure du temps. Okay. Pourquoi on est arrivé avec ce sujet-là, c'est qu'on a eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir une opportunité. En fait, le mari d'une membre de mon conseil d'administration est un collectionneur d'horloges. Okay. Donc, j'avais accès à un grand nombre d'objets. Puis là, est venue l'idée, le scénario de faire l'exposition. Puis je fais des demandes aussi auprès d'autres musées pour aller chercher d'autres objets parce que nous, on n'a pas de collection. Okay. Donc, c'est ce qui nous permet une certaine liberté comme ça. Donc, on parle de la mesure du temps des années 1900. Bien, en fait, on est allé un petit peu avant aussi pour expliquer d'où ça venait pour arriver aux appareils qu'on a en ce moment. Fait qu'on est allé un petit peu, on a vu des sabliers, des cadrans solaires portatifs. C'était pas très pratique quand il pleuvait, d'après moi. C'était pas très efficace. Puis après ça, bien, avec l'évolution des mécanismes, tout ça, c'est très lié avec la science. C'est ça qui est intéressant aussi. La science, puis aussi l'industrialisation. Parce que quand on pense avant l'industrialisation, il n'y avait pas le méchant réveil matin.
Non, parce que tu me parles d'industrialisation aussi, je vais parler du fameux punch. Il faudrait que tu commences à travailler, il faudrait que tu le termines. Si tu voulais... Ça, j'aurais aimé ça d'avoir un punch parce que c'est carrément ça, c'est l'industrialisation, c'est le symbole de l'industrialisation. C'est ça, là. Tu commences à travailler, tu finis de travailler, puis tu es payé pour un temps déterminé et tout ça. Oui. Donc, quand tes guides accompagnateurs, je me dis, tes guides interprètent, expliquent un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Oui, les visites ici, c'est des visites guidées, habituellement. Donc, ils sont vêtus en costume d'époque. Il y a un scénario de visite pour le rez-de-chaussée. Donc, ce qu'on met ici dans la cuisine, comme on disait, c'était vraiment la vie quotidienne au 19e siècle. On parle, on a un damier aussi, fait qu'on parle de comment les gens passaient leur temps. On a le bébé qui est dans la cuisine parce que la maman... Il fallait qu'elle supervise. Avec un bras, avec le pied elle faisait aller le berceau, puis après ça, elle bouchait ses patates en même temps. Pas question de perdre son temps. Le terme de multifonction, pour les femmes, ça fait longtemps que ça fait très longtemps. C'est ça, quand on se compare, on voit les multifonctions ont changé, mais c'est beaucoup encore la femme qui était responsable de toutes ces choses. De l'intérieur. De l'intérieur. L'extérieur, c'était plus le mari qui était là. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on voit dans le musée? On a une salle qu'on appelle notre salle musée, dans laquelle on parle de la vie de Rosalie, du temps qu'elle était à la Valtrie. Mais c'est ça, oui. Jusqu'à temps qu'elle ait fondé, en fait, la communauté des Sœurs de Miséricorde en 1848. Son décès, quand elle avait 70 ans, quand même à l'époque, c'était âgé. C'était très âgé, oui. Puis maintenant, ce que c'est, les Sœurs de Miséricorde, elles sont de moins en moins nombreuses. Je n'ai pas le chiffre exact de la population, mais ça doit tourner autour d'une cinquantaine, avec une moyenne d'âge assez élevée. Mais ces femmes-là ont vu très vite qu'il n'y avait plus de relève. Donc, très rapidement, elles ont impliqué les laïcs dans leur fonctionnement. Donc là, maintenant, on appelle ça la Famille internationale de miséricorde, qui regroupe, oui, les sœurs, mais tous les organismes qui ont été fondés, parce qu'à partir de 1967, quand le gouvernement du Québec a pris la santé sous sa gouverne, bien, là, les sœurs, ils auraient pu dire, bon, on a fait notre bout. On s'en retourne, on s'assoit. Oui, on s'assoit et on va tricoter. Non, il n'était pas question de ça. Il y a des femmes de cœur, tout ça. Donc, elles ont fondé des organismes communautaires. C'est ça, parce que si on parle un petit peu de la mission que c'est donné Rosalie Cadron, qui est assez exceptionnelle aussi au niveau de l'implication, parce que c'était pas naturel d'aller vers les filles mères, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est assez exceptionnel qu'on parle de 1800 quelque chose. Normalement, une fille mère, ta cachette, tu l'envoyais, puis tu revenais, puis c'était la honte. Elle a vraiment pris conscience de ce problématique-là. Elle a vraiment apporté, je pense, un beau support. Puis une des raisons pour laquelle je pense qu'elle a été sensibilisée très jeune à cette réalité-là, c'est que sa propre mère était sage-femme. Okay. Elle a vécu, elle a entendu parler d'événements comme ça où les filles étaient ostracisées de leur famille. Rejetées. Puis même un cas qu'on parle dans la visite, c'est la mère était appelée au chevet d'une fille qui allait accoucher. Puis les parents, ils ont dit à la mère de Rosalie, tu vas tuer l'enfant. Oh mon Dieu. Puis c'était des jumelles qu'elle a eu la jeune fille, puis elle a prétexté devoir lui parler en privé. Elle est rentrée dans la chambre, elle est sortie par la fenêtre avec les deux bébés, elle est venue trouver Rosalie. Rosalie avait déjà beaucoup d'enfants, donc ce qui a été fait, c'est qu'un cousin a amené les filles à l'hôpital aux Sœurs Grises, en fait, aux Sœurs Grises, pour être adoptées. Donc, elle est conscientisée par rapport à ça, puis elle a la dureté de cette façon-là, en fait, je sais pas, de constater, en fait, les grossesses, c'est ça, de ces jeunes filles-là. Donc, c'est ce qui l'a touchée, puis c'est comme ça que, j'imagine, Monseigneur Bourget a réussi à avoir en elle une personne qui pouvait pouvoir tenir cette mission. Parce que là, tu me disais, elle avait des enfants, elle avait un mari. Oui. C'est par la suite, sa vocation, c'est quand le mari est décédé. Qu'est-ce qui a amené, justement, il y a eu la prise de conscience, mais par la suite, il y a eu une vocation. Oui, tout à fait. Bien, Rosalie, c'était une femme qui était pieuse, très, très pieuse. Et puis, lorsqu'elle est partie d'ici, en fait, la raison pourquoi elle a déménagé de la Valtrie, c'est qu'elle voyait qu'il n'y avait plus de terre disponible pour ses fils. OK. Elle se disait, moi j'aime ça, être avec ma famille, tout ça, il faut qu'on trouve un autre endroit pour qu'il y ait assez de place pour s'établir près de nous. Donc, ils ont visé Saint-Hyacinthe. OK.
ils ont acheté une ferme, ça, se sont fait avoir par un notaire qui était malhonnête et un pseudo-propriétaire, parce qu'il a vendu en fait la terre qui appartenait à ses propres enfants. OK. Fait qu'ils se sont fait saisir leurs biens, puis se retrouver dans la rue. Le frère du mari de Rosalie habitait à Montréal, donc ils ont hébergé, puis du jour au lendemain, de cultivateur, il est devenu homme à tout faire. Il s'est trouvé à être atteint du choléra. OK. Il était une des premières victimes. On pense qu'il travaillait au port de Montréal parce qu'il était une des premières victimes. Rosalie, quand elle est partie de Lavaltrie en 1822, elle avait déjà 6 enfants. Elle en a eu 5 autres, mais qui sont décédés en bas âge. Le plus vieux là, des enfants qu'elle a eu après avait 2 ans quand il est décédé. Okay. Donc là, rendue à l'époque où son mari était décédé, ses 6 premiers enfants étaient quand même assez âgés. Elle n'avait plus de responsabilité. Sa maman était décédée. Son père était décédé même avant qu'elle quitte ici. Donc, elle donnait beaucoup aux bonnes œuvres, tout ça. Puis, Monseigneur Bourget constatait là, à Montréal le nombre, il voyait des bébés morts dans les ruelles, des affaires comme ça n'avait pas de bon sens. Puis, il savait que Rosalie avait été une oreille attentive pour ça, donc il lui a proposé, en fait, de fonder ça. Il était quand même, lui aussi, précurseur, parce que quand on est conscient aussi que la religion et tout n'était pas nécessairement de ce bord-là. On dirait que là, elle a fondé les Sœurs de la Miséricorde. Oui. C'est ça. Oui. Et là, la maison mère est à Montréal. Oui, puis elle a été récemment vendue au mois d'avril. OK. Donc, là, les sœurs sont dans un processus là, de devoir laisser aller plusieurs choses. Mais c'est pour ça qu'elles ont passé le flambeau là, vraiment à la famille internationale de miséricorde pour que le charisme de Rosalie soit protégé. Puis en fait, Rosalie est dans un processus de devenir sainte. C'est ça, je ne sais pas dire. Là, il y a après ça, c'est par la suite, dans les années 50, 60, un petit peu plus tard, qu'il y a eu une demande, premièrement, là, de béatification. 90. 90. Oui, donc depuis ce moment-là, elle est en processus. Elle a été béatifiée, non, elle a atteint le premier stade qui est la vénérabilité. Vénérabilité, OK. Ça, ce que ça fait, c'est que ça met le sceau sur la vie humaine de la personne qui est dans le processus. Donc là, le tribunal qui s'occupe a dit, oui, Rosalie est sur le bon chemin, sa vie humaine a été exemplaire. Donc là, il faut des miracles. C'est ça, je m'en allais dire, parce que pour être canonisé, je pense que c'est ça. Oui. Il faut qu'il y ait des miracles prouvés, et vraiment, c'est pas seulement dire oui, elle m'a sauvé. Non. Il y a vraiment une partie scientifique, il y a vraiment des vérifications qui sont faites. Et est-ce que ici vous participez à ça? Tout à fait. Oui, on y participe. Il y a une salle, en fait, dans la 3e salle qu'on visite, c'est la salle qu'on appelle salle de méditation, puis de spiritualité. C'est là où on parle du processus dans lequel est engagée Rosalie, puis pourquoi. Puis on a une table où les gens sont invités à faire une demande d'intercession. Les demandes sont mises dans une boîte, puis quand je vais à la maison mère, je les apporte. Puis il y a le tombeau de Rosalie qui est là, puis il y a un cercle de prière qui est organisé. C'est des laïcs et des religieuses qui prient pour les demandes. Puis on a un mur ici à la maison Rosalie qui est situé sous une peinture qui a été faite par Françoise Pascal, une artiste là, qui a habité longtemps à Lavaltrie, qui a dépeint le miracle de Rosalie, qui est une histoire en fait qui dit que la nuit de son décès, elle serait apparue en forme comme de genre de fantôme, mais à une jeune fille qui était vraiment malade, une jeune fille dans le dortoir là, qui était enceinte, là, qui était vraiment malade, puis les sœurs disaient « elle passera pas la nuit », c'est ça. Puis là, elle est allée vers elle, puis elle lui a dit « ne t'en fais pas, tu vas guérir ». Puis le lendemain, elle a repris, là. Elle a repris, puis elle a expliqué, elle a décrit la femme, puis là, les sœurs disent « mais ça se peut pas, c'est Rosalie, ça fait des semaines qu'elle est dans sa chambre et qu'elle sort pas, elle l'avait jamais vue, la jeune fille. » C'est ça qui est là, le processus et tout ça. C'est ça. Donc, c'est une belle aventure, ça aussi, à suivre. Oui. Dans des temps modernes, parce que tu vois ça un petit peu moins souvent. Oui. OK. En terminant l'entrevue, au mois d'août, tu as une belle activité qui s'appelle Fou du fil. C'est bien ça? Je dis bon terme? Oui, tout à fait. C'est un festival, en fait, qui a été mis sur pied l'année passée. C'est une idée d'activité que j'ai eue parce que ça faisait des années qu'il y avait, le dernier week-end d'août, un rassemblement des artisans de la ceinture fléchée de la Naudière qui se tenaient
durant ce week-end-là, le dernier dimanche, en fait, du mois d'août. Puis le samedi, il y avait des animations habituellement de teinture végétale, des trucs comme ça. Puis je dis, il y a du potentiel parce que les gens sont intéressés. On a un métier à tisser, un vieux métier à tisser dans le sous-sol, qu'on utilise, qu'on fait des animations, qu'on a des groupes. Puis on se dit, pourquoi pas de monter quelque chose de plus gros. Donc, il y a des ateliers qui sont proposés aux gens, des ateliers de tricot, de broderie, de dentelle au fuseau, de fléchés, évidemment. Puis on a encore des démonstrations là, de teinture végétale. Donc, c'est sur 3 jours, 2 jours et demi. En fait, il y a des ateliers le vendredi, le samedi et le dimanche. Les gens peuvent s'inscrire. Oui, il y a encore de la disponibilité, oui, on peut s'inscrire. Oui, est-ce qu'il y a des coûts pour ces ateliers-là? Les ateliers durent à peu près entre 1h30 et 2 heures, ça coûte 10 $. OK. Puis si les gens sont membres de la Maison Rosalie-Cadon, c'est 5 $. Ah, OK. Donc c'est quand même assez raisonnable, c'est donné par des artisans là, est-ce qu'il faut apporter nos choses? Absolument. Tout est fourni, hein, mon Dieu, c'est bien. Et là, tu apprends à faire de la broderie avec les petites épingles, j'imagine, des choses comme ça. C'est Véronique Loup, l'artiste de Joliette, qui va donner cet atelier-là. Puis elle est très bonne pédagogue, là. Elle est habituée de donner des ateliers aux gens, donc ça va être... Est-ce que c'était quelque chose dans les maisons, justement, comme avec Rosalie Cadron, qui faisait, oui, leur broderie, des choses comme ça? Avez-vous retrouvé des choses comme ça? Non, tu veux dire du temps? Oui, du temps. Non. Du temps, bien, c'est sûr que les femmes passaient les longues veillées d'hiver, les hommes sculptaient, des trucs comme ça, puis les femmes, elles faisaient de la broderie là, pour faisaient leur trousseau. Les jeunes filles faisaient leur trousseau. Ça, oui, ça c'est... Donc, c'est encore un retour sur ça. Tout à fait. Oui, puis le tissage, tout ça, ça prend beaucoup de... C'est renouveler le tricot aussi, là. Il y a des vedettes qui tricotent maintenant de façon tricotée. Donc, c'est des retours aux sources qu'on fait, qu'on récupère des anciennes techniques, on récupère du patrimoine, on pourrait dire à ce niveau-là. Bon, mais je te remercie beaucoup, Sophie. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Est-ce que tu peux juste nous rappeler les heures d'ouverture et comment ça fonctionne ici? Oui. Donc, on est ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 17h. Puis, il y a des frais d'entrée qui sont variés, mais qui vont d'un adulte, c'est 5 $ jusqu'à 2 $ pour un enfant de plus de 10 ans. Donc, c'est très bien. Il y a des visites guidées à chaque fois. Oui. Bon, mais je te remercie beaucoup. Merci. C'est bien apprécié. Puis merci, Daniel. on vous suit. Merci.